Bonjour à tous. Merci d'être présents avec nous ce matin. Je suis très heureux d'ouvrir ce webinaire dont le titre qui apparaissait là à l'instant, pour une économie de la mer durable et solidaire. Je trouve que rien que ce titre donne un peu la pêche et donne de l'espoir dans un moment où on en a besoin. Pour nous, Labo de l'ESS, c'est un travail qui a été une première parce que nous n'avions pas eu l'occasion jusqu'ici de travailler sur les questions maritimes ou des activités liées à la mer. Donc, on a été passionnés par ce travail. Il y avait une partie de découverte, mais vraiment passionnante. Ceux qui ne le savent pas, le Labo de l'ESS, c'est donc un think tank qui a été créé il y a un peu plus de 10 ans par Claude Alfandéry, avec une idée simple qui est d'être une boîte à idées pour l'économie sociale et solidaire et aussi une boîte à solutions pour l'ensemble de la société, pour les pouvoirs publics, pour les acteurs économiques et sociaux, puisqu'il y a beaucoup de choses qui s'inventent dans l'ESS et nous, on a envie de les faire connaître. Et dans ce travail qu'on va vous présenter ce matin et qu'on va débattre ensemble sur la mer, on est parti de notre principe qui est on ne fait pas des grandes théories d'en haut, mais on part de ce que font les gens sur le terrain, des acteurs. On est, comme on dit aujourd'hui, bottom-up, c'est-à-dire on part d'en bas et on fait remonter les idées en haut. Depuis 10 ans, nous avons travaillé sur des sujets qu'on retrouve en fait dans cette étude sur la mer, comme les circuits courts, les pôles territoriaux de coopération économique, les nouvelles formes d'emploi, la transition énergétique citoyenne, le low-tech, c'est-à-dire un recours à la technologie qui soit plus sobre peut-être. Et j'ai vu en filigrane de ce travail-là beaucoup des sujets qu'on avait traités en dehors de la mer, mais qu'on retrouve dans cette étude-là. Alors d'abord, je dois dire que ce travail a été réalisé grâce au ministère de la Mer, que je remercie, et je salue particulièrement Annick Girardin. Et puis tout à l'heure, nous allons avoir Bruno Frachon, que je vois à l'écran, qui est au cabinet de la ministre et qui nous dira quelques mots. Donc nous avons réalisé 10 monographies d'initiatives inspirantes. Alors ce mot d'initiative inspirante, c'est un mot qui vient du Québec et qu'on aime bien au labo de l'ESS. Des initiatives inspirantes, ça veut dire des initiatives qui donnent envie à d'autres peut-être de se lancer, de reprendre un certain nombre d'idées, mais qui aussi sont des initiatives qui inspirent les acteurs politiques, les acteurs économiques et sociaux, les collectivités locales, le gouvernement. Et donc, nous avons regardé 10 initiatives inspirantes dont nous allons vous parler ensuite. Alors, pour conduire ce travail, comme on a l'habitude de le faire, nous avions un référent, et ce référent, c'est Louis Brigand, que je tiens particulièrement à remercier, qui est un universitaire tout à fait reconnu sur ces sujets, avec lequel j'avais eu le bonheur de me retrouver pendant 2 jours dans une île pour travailler sur l'économie sociale et solidaire en milieu insulaire. C'était un très bon souvenir pour moi, cher Louis. Voilà. Donc, j'ai noté 3 choses, moi, en retravaillant ce matin pour cette réunion. D'abord, c'est que l'économie sociale et solidaire est un mode d'entreprendre et on peut entreprendre dans tous les domaines. Et donc, on le voit dans le maritime. Ensuite, l'articulation entre la transition écologique et l'économie sociale et solidaire est manifestement essentielle. Et nous sommes convaincus que l'ESS a des choses à apporter à la transition écologique. Et enfin, troisième petite notation que j'ai faite, c'est que l'innovation technologique et l'innovation sociale peuvent aller de pair, mais que dans l'économie sociale, pour nous, l'innovation technologique n'est jamais une finalité. C'est un moyen au service des innovations sociales que nous voulons mettre dans la société. Voilà. Donc, on va travailler ensemble jusqu'à 13 heures. Je vais d'abord passer la parole à Louis Brigand, donc le référent de notre travail, puis à Bruno Frachon au titre de la ministre, qui compléteront ce propos introductif. Puis Marie Vernier présentera la méthodologie et les enseignements de l'étude. On aura ensuite, et on vous présentera les intervenants, une table ronde de 3/4 d'heure, et puis ensuite on pourra échanger avec ceux qui sont parmi nous et qui auraient soit des réactions, soit des questions à poser. Encore une fois, merci à tous ceux qui ont participé à ces travaux, merci à l'équipe du labo qui a fait de nouveau un travail tout à fait intéressant, et on espère bien que ce travail aura des suites et permettra d'enclencher des choses pour l'avenir d'une mer qui soit effectivement durable. Donc, je vais passer la parole maintenant à Louis Brigand. Cher Louis, c'est à vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Alors, je voudrais remercier le laboratoire de l'ESS de m'avoir associé en tant que référent thématique à cette étude sur l'ESS et la mer. J'ai beaucoup apprécié les échanges que nous avons tissés durant ces 6 mois. Je tiens à remercier Hugues Sibyl et toute son équipe pour l'important travail qui a été fait, la confiance qui m'a été donnée. Et je dois surtout avouer que j'ai appris beaucoup, que moi-même j'ignorais finalement pas mal de choses sur ce domaine de l'ESS et par rapport au milieu maritime, comme l'a souligné euh, Hugues. Effectivement, j'ai travaillé sur l'économie sociale et solidaire dans les îles, qui est où effectivement c'est une dimension qui est importante, mais je ne pensais pas qu'elle était aussi, d'une manière aussi nette sur le littoral. Alors, lorsqu'on évoque la mer, on pense aux horizons marins, on pense aux vacances, on pense à la plage, on pense aux îles. Mais cette image prégnante, mais qui est relativement récente d'ailleurs finalement, occulte une réalité contemporaine que l'on oublie parfois. C'est que la mer est source d'activités multiples qui ont forgé l'histoire et l'identité de nos littoraux. Et cela depuis des temps extrêmement reculés. Nos collègues archéologues le montrent régulièrement. On met en évidence les échanges maritimes qui ont existé et qui perdurent encore aujourd'hui. Vous savez tous que les trafics de fret autour de la planète se font essentiellement par la mer. Alors, on a la chance en France de posséder une façade, en France métropolitaine, de posséder une façade littorale et maritime qui est remarquable. À l'échelle de la métropole, on est en Europe le seul pays à avoir une façade littorale sur la Manche, sur l'Atlantique et sur la Méditerranée. C'est un atout extrêmement important. Et puis, je ne parle pas de l'échelle mondiale où, avec les territoires ultramarins, là, on a une zone économique exclusive qui est très importante, puisque c'est la seconde après les États-Unis. Ça, c'est un peu des éléments de cadrage. Sur les activités maritimes et littorales, eh bien, elles revêtent des réalités très diverses selon les lieux. On n'a pas les mêmes activités selon les types de côtes, par exemple, et selon les époques. Mais il reste il y a des activités qui sont très anciennes. On pense bien évidemment à la pêche. On a déjà évoqué un peu le transport maritime. Et ces activités sont à l'origine de la création des ports. Ces ports tissent des réseaux finalement et qui permettent des échanges à différentes échelles. Alors, il y a des activités qui sont plus récentes, qui changent, enfin, qui ont des impacts aussi très importants sur les activités. C'est par exemple le tourisme, qui est devenu en matière littorale une des activités les plus importantes dans notre pays. Mais il y a aussi finalement de nouvelles perspectives qui sont en lien avec des préoccupations contemporaines. Alors, on pense tout naturellement à l'énergie, hein, on pense aux éoliennes en mer, aux hydroliennes, aux énergies liées à la houle. Et on se rend compte que toutes ces activités utilisent finalement des ressources naturelles et humaines et qui jouissent des avantages qui sont liés au contact entre la terre et la mer. C'est par définition le littoral. Mais toutes sont confrontées aux enjeux actuels de la planète. Alors, on pense bien évidemment au réchauffement climatique, à l'origine de l'élévation du niveau marin, qui va impacter d'une manière durable là, nos côtes. Et on pense aussi, par exemple, à la surexploitation des ressources halieutiques, dont les conséquences sont tout à fait lisibles aujourd'hui. On pense, par exemple, également à la prolifération des microplastiques, hein, dont l'impact est considérable, ou encore à l'urbanisation des littoraux. On sait que la majorité des populations aujourd'hui dans le monde sont localisées sur les littoraux. Alors évidemment, tous ces exemples montrent qu'il est nécessaire de trouver des solutions. Et ces solutions existent en partie dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Alors la mer a toujours été un territoire où les solidarités sont fortes, tous les marins le savent, hein. À bord des bateaux, au sein des équipages, ou entre les bateaux, eh bien, on se prête assistance, on se porte entraide, et ceci est bien connu, et il y a beaucoup d'associations. La plus connue, c'est bien sûr la SNSM, hein, qui l'incarne. C'est probablement le plus emblématique et le plus visible, mais c'est ce qui est vrai en mer l'est aussi à terre. Et
et on se rend compte que certaines communautés d'acteurs en lien avec la mer, par exemple des associations, des coopératives, des entreprises, recherchent et mettent en œuvre des modalités de solidarité choisies qui associent à la fois l'entraide économique, l'assistance sociale et le partage culturel. Alors, je crois que l'un des grands mérites de l'étude qui a été menée, c'est qu'elle a révélé cette grande diversité finalement de ces initiatives dans le domaine de l'ESS sur nos littoraux métropolitains. Alors, finalement, ça a permis aussi de rendre visibles des actions finalement peu connues localement. Moi, j'habite au bord, j'ai la chance d'habiter à Brest, je m'en rends bien compte, hein, peu connues finalement des acteurs locaux, des politiques, mais aussi peu connues finalement au niveau national. Donc là, il y a un véritable apport de l'étude par rapport à cela. En plus, cette contribution finalement inédite, hein, permet de dresser des perspectives pour encourager, développer des opérations qui peuvent être innovantes, qui peuvent privilégier l'utilité sociale et environnementale. On sait que les questions de l'environnement sur le littoral et la mer sont particulièrement prégnantes, et tout cela au service de ce territoire commun et partagé qu'est la mer. Voilà, donc je tiens à renouveler mes remerciements, à vous féliciter pour le travail qui a mené et à souhaiter qu'il y ait des suites à cette belle étude. Merci à vous. Merci Louis Brigand. Et donc, sans plus attendre, Monsieur Frachon, je suis heureux de vous compter parmi nous ce matin. J'imagine que votre emploi du temps est chargé. Donc, on vous passe la parole et transmettez mes salutations à Annick Girardin. Oui, merci beaucoup de ces propos introductifs. Je ne manquerai pas de transmettre ces salutations à la ministre quand elle sera revenue de Bruxelles, où elle a des sujets sur la pêche qui sont extrêmement prenants et extrêmement forts en ce moment. Je crois que dans ce que vous avez dit, on retrouve d'ailleurs des choses qui tiennent beaucoup à cœur, hein, de la ministre ou du ministère de la Mer, hein, de manière assez naturelle. C'était même, je peux faire référence effectivement à l'excellent titre du séminaire, c'est durabilité, solidarité. Solidarité des gens de mer, Louis Brigand vient d'en parler. On peut caractériser ça par l'esprit d'équipage, et avec effectivement l'idée que c'est quelque chose qui, dans le domaine maritime, même si on espère bien que la solidarité n'est pas l'exclusivité du domaine maritime, mais dans le domaine maritime, il y a peut-être venant de cette obligation, je dirais, morale, hein, qu'on a de se porter secours en mer et assistance, mais c'est quelque chose qu'on observe et qu'on pense qu'il faut encourager, y compris dans les secteurs qui sont pas forcément en mer, mais qui mettent en relation ou en contact des activités sur le littoral relatives à la mer. Donc là, on pense qu'il y a effectivement quelque chose qu'il faut développer. Louis Brigand a évoqué le transport maritime. On pense que c'est un sujet, par exemple, aussi dans lequel les différents acteurs du transport maritime ont tout intérêt à développer la solidarité. Alors, je reviens un peu sur justement des questions de politique maritime. Pourquoi est-ce que le ministère de la Mer a pensé qu'il était vraiment important de développer cette étude? D'abord parce que le ministère de la Mer s'est créé finalement il y a assez peu de temps, hein, s'est recréé il y a 18 mois. Et dans les grands enjeux, vraiment dans les grands domaines qui concernent ce ministère, en fait, on va retrouver des choses qui, je pense, sont là aussi très prégnantes dans les acteurs de l'économie solidaire, hein, que ce soit la protection de l'environnement, ça a été évoqué, la bonne utilisation des ressources, qui est vraiment un sujet majeur. Alors, on peut penser aux ressources halieutiques, mais c'est aussi la ressource de l'espace, hein, l'espace maritime, qui, comme là aussi l'a dit Louis Brigand, est quelque chose qui est quand même qui peut être l'objet d'un certain nombre d'activités humaines. Et là aussi, il y a un enjeu de bonne utilisation des ressources. Et puis, là aussi, ça a été évoqué, c'est toutes les dynamiques ou les dynamiques qui se développent sur les territoires dans leur relation avec la mer pour toutes ces activités littorales. Et ça, c'est des choses, je crois, qu'on retrouve
Je pense que le séminaire sera vraiment l'occasion de le montrer. C'est des choses qu'on retrouve qui sont aussi très à la base de démarches, des initiatives ou des motivations de l'économie sociale et solidaire. Donc on avait vraiment l'idée que c'est ce qui nous paraissait être des enjeux politiques importants pour la mer, sont des choses qui sont aussi assez fortes dans l'économie sociale et solidaire. Donc on souhaitait avoir un panorama de ce que pouvait représenter, de ce que pouvait être l'économie sociale et solidaire dans le secteur maritime. On avait bien quelques exemples. La ministre a déjà eu l'occasion de visiter les paniers de la mer, la Touline, qui font partie du panel de l'étude. Donc on avait bien l'idée que ça existait, mais il paraissait important d'essayer d'avoir une vision un peu plus large, ou d'avoir un panorama sur cette économie sociale et solidaire dans le domaine maritime, avec effectivement l'idée que ce panorama peut aussi servir de base à susciter des recommandations, des préconisations, je dirais avec un double objectif, à la fois de voir la part que peut prendre l'économie sociale et solidaire dans le domaine maritime, compte tenu justement de cette je dirais, proximité d'enjeux, mais aussi peut-être de voir la place que le maritime peut occuper de manière plus générale dans l'économie sociale et solidaire. Voilà, donc c'était vraiment je dirais la motivation de cette étude. Et donc merci au laboratoire de l'ESS d'avoir conduit l'étude, d'organiser cette restitution. Et pour conclure, merci aussi bien sûr à toutes les structures de l'ESS qui se sont prêtées à ce travail d'analyse, d'échange et de dialogue pour permettre de nourrir cette étude. Merci monsieur Frachon. À vous, Marie. Merci beaucoup pour ces propos introductifs. Sans plus tarder, donc, je vais vous présenter la méthodologie et quelques enseignements de l'étude, sachant qu'on va vous mettre à disposition le lien vers le format numérique de l'étude qui est donc sorti en septembre. Et puis un certain nombre d'entre vous ont pu être destinataires des exemplaires brochés, ainsi que du format court de cette étude qui s'appelle « En un coup d'œil », qui a peut-être une vocation plus pédagogique et pour prendre connaissance immédiatement des conclusions de ce travail. Donc cette méthodologie, c'est celle que le président rappelait en introduction. Elle est vraiment liée aux travaux du labo. On part toujours des initiatives territoriales pour rencontrer les porteurs de projets. Et à nouveau, merci beaucoup à eux dans une période qui n'a pas été facile entre janvier et juin 2021. On s'en souvient peut-être pas, mais on naviguait entre des confinements et des restrictions diverses qui ne nous ont pas forcément permis de voir tout le monde sur site. Mais on a pu faire un certain nombre d'entretiens à distance. Et donc, le premier travail qui a été fait, sans mauvais jeu de mots, c'était de jeter des filets pour essayer de repérer l'ensemble, ou la plus exhaustive possible, quantité d'initiatives inspirantes de l'économie sociale et solidaire en milieu maritime et littoral. Et donc, merci beaucoup à nos partenaires, je pense notamment au CRES, à l'AVIS, qui nous ont aidés à recenser ces initiatives. Et ce panorama, il fait partie intégrante de l'étude, il est annexé à l'étude. Il donne à voir la diversité des initiatives recensées. Il y en a un peu plus de 70. Ensuite, le groupe de travail qui a travaillé bénévolement autour de ce travail a fait le choix de les cibler, de les analyser. Donc, c'est ce qui est repris dans le panorama. Et puis d'en retenir 10. Non pas du tout avec une prétention d'exhaustivité, évidemment, mais dans l'objectif d'être le plus représentatif possible de ce qui pouvait se faire en termes de structure juridique de l'économie sociale et solidaire, de domaine d'activité, et puis aussi d'antériorité, puisqu'on a des initiatives qui sont assez anciennes et d'autres qui viennent d'émerger, qui ont pour certaines émergé en 2020. Et donc, nous avons eu l'occasion de les rencontrer, comme je vous le disais. L'ensemble de ce travail a ensuite donné lieu, avec le groupe de travail, à la formalisation de préconisations, à la fois pour les porteurs de projets eux-mêmes et pour les décideurs, pour booster ces solutions d'économie sociale et solidaire dans le secteur. Et donc, l'ensemble de ces travaux sont compilés dans l'étude que vous avez à disposition dans la conversation. Alors, pour vous faire un petit tour de France rapide des 10 monographies inspirantes que nous avons retenues, je partirais volontiers du Finistère.
avec l'initiative que M. Frachon évoquait de la Fédération nationale des paniers de la mer, qui est une association atelier de mareyage d'invendus de poissons qui sont transformés par des salariés en insertion et mis à disposition de structures d'aide alimentaire. Je suis très schématique, mais évidemment, vous les découvrirez beaucoup plus largement dans l'étude. La Touline est une association reconnue d'utilité publique et ESUS qui accompagne les gens de mer sur les chemins de l'emploi ou en reconversion. Alors, ils sont situés là un peu arbitrairement sur la carte à Brest, mais Anne Lepage aura l'occasion de nous le dire. Il y a aussi des travaux à Lorient, à Nantes ou encore à Marseille, par exemple. Scravik, à Brest également, est une structure de surcyclage de voiliers de plaisance qui sont aménagés en voiliers de travail pour un certain nombre d'opérations professionnelles, d'observation en mer, mais aussi de transport à la voile et de pêche artisanale, donc avec vraiment sur cet exemple-là une forte dimension technologique qui est mise en avant dans la monographie. Scolarmore, dans le pays de Guérande, est une école de la mer, chantier-école dédiée au métier de charpentier de marine. Jolokia à Lorient est une structure qui qui organise des équipages inclusifs pour des courses professionnelles, mais qui, au-delà de ça, du coup, favorise la sensibilisation et la formation des acteurs maritimes et au-delà sur les nouveaux enjeux de modèles de recrutement et de management grâce à ces équipes mixtes. Bateau est un chantier naval qui donne une seconde vie aux bateaux de plaisance avec des très belles images dans les monographies de ce que cela peut représenter en Loire-Atlantique. Et puis Théo à La Rochelle est une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif qui gère les bacs à marée. Alors vous les avez peut-être vus en vous promenant sur les littoraux, donc c'est avec une approche vraiment multipartenariale et une approche de filière de cette économie circulaire de la récupération de plastique en milieu littoral. Recyclons, pour passer dans le bassin méditerranéen, au Gros du Roi, dans le Gard, propose un projet de collecte et de valorisation des déchets de plastique aussi issus de la mer, en mettant en place, là, de manière un petit peu différenciée, une innovation technologique pour leur valorisation. Et puis, Jeune à bord, qui sera également, comme la Touline, Scravik et Bateau, membre de la petite table ronde qu'on vous propose à la suite, en Méditerranée, est un dispositif qui est porté par une coopérative d'activité et d'emploi, une CAE, donc structure phare de l'économie sociale et solidaire, qui promeut les métiers du patrimoine maritime et de la mer en favorisant notamment la transmission et la reprise d'entreprises de pêche avec, on l'a vu dans nos travaux, des gros enjeux sur ces questions d'emploi. Donc ces 10 initiatives, elles ont en commun plein de choses. D'abord, elles voient la mer comme un véritable bien commun dans l'exploitation où la protection relève vraiment d'une responsabilité collective. Ça a été souligné dans tous les propos introductifs. Elles ont toutes naturellement mis en place des démarches d'utilité sociale, voire d'intérêt général, et travaillent quasiment toutes, y compris dans le domaine technologique, dans des logiques open source, très ouvertes. Elles ont, quelle que soit leur antériorité, on a vraiment eu la chance de rencontrer des hommes et des femmes très engagés sur leur initiative, sur les territoires. Comme je vous l'ai dit, on a essayé de faire en sorte d'avoir un panel un peu représentatif des structures juridiques de l'économie sociale et solidaire et dans leur mission, dans leurs activités, à la fois des sujets environnementaux évidemment et de développement économique allant jusqu'à la structuration de filières. Leurs apports peuvent être... voilà, ce qu'on a souhaité souligner dans l'apport de ces initiatives dans l'étude, c'est vraiment qu'elles mènent de concert innovation technologique et plus largement innovation sociétale. C'est quelque chose auquel on tient beaucoup au labo de l'ESS parce que c'est vraiment cette innovation sociétale la plus-value de l'économie sociale et solidaire. Elles promeuvent de nouveaux services, de nouvelles organisations du travail, de nouveaux usages, vraiment dans le sens que le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire a de la définition de l'innovation sociétale et il y a vraiment un enjeu fort à la reconnaissance et à ce soutien à cette dimension. Leurs impacts, on a pu les classer un peu arbitrairement en 3 catégories. Les impacts économiques d'abord, puisque l'ensemble de ces initiatives en tout ou partie répondent à des besoins de main-d'œuvre existants sur le marché économique de la mer. Ils créent des emplois d'avenir, c'est l'objet même de la table ronde qui va suivre.
Elle favorise le développement économique territorial, voire allant jusqu'à la structuration vraiment de filières économiques, notamment sur les questions de revalorisation des invendus ou de pêche. Dans beaucoup des initiatives rencontrées, on a pu aussi évaluer des impacts environnementaux face à la diversité des problématiques qui ont été évoquées aussi par Louis Brigand, à la fois la pollution des eaux, des littoraux, la préservation des ressources de manière générale. Et là, il y a clairement un champ des possibles qui est vaste, notamment en termes d'essaimage des projets. Celui des bacs à marée que je vous présentais juste avant a devant lui un territoire vaste pour multiplier ses points de collecte, par exemple. Et puis des impacts plus largement sociétaux, à la fois en termes de sensibilisation aux enjeux qui tournent autour de la mer et de l'économie sociale et solidaire dans ce domaine, de valorisation des ressources et du patrimoine maritime, de décloisonnement entre acteurs. Alors, on a eu la bonne surprise de voir qu'un certain nombre des acteurs qu'on rencontrait, en fait, déjà, un, se connaissaient, deux, souvent, travaillaient déjà ensemble. Et puis, ce travail a aussi favorisé l'interconnaissance, sans prétention, et a pu voilà, donner lieu à des coopérations dans les travaux menés, avec, du coup, cette ambition de porter la transformation à une échelle la plus vaste possible. Alors, pour revenir à nouveau rapidement sur les préconisations, mais que vous verrez détaillées dans l'étude, elles sont de 3 ordres. D'abord, de favoriser la visibilité de ces initiatives, lever les freins, libérer des potentiels avec des choses très, très concrètes et renforcer les synergies entre milieu maritime et ESS. D'abord, sur la visibilité qu'on propose de donner à ces initiatives, à la fois pour les porteurs de projets et pour les décideurs, on peut mettre en avant deux perspectives principales. La première serait de renforcer la place et la visibilité de l'ESS dans la stratégie nationale pour la mer et le littoral et ses déclinaisons régionales. On pense aux schémas régionaux de développement de l'économie sociale et solidaire, notamment via les CRES, avec lesquels on a eu l'occasion d'échanger sur ce travail. Les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire. Et puis favoriser tout simplement les occasions de croisement et de valorisation commune lors d'événements d'envergure. Je sais qu'aux Assises de la mer, la Touline a notamment parlé de ce travail. Il y a aussi la Fête de la mer et des littoraux, la conférence du cluster maritime français qui sera aussi avec nous pour la table ronde. Et côté ESS, on a des temps forts aussi où la mer n'est pas forcément mise en avant, où ces initiatives ne sont pas forcément mises en avant. Je pense au mois de l'ESS au mois de novembre. Et puis, on a au mois de février un sommet européen à Strasbourg qui arrive et qui peut être aussi l'occasion d'échanger avec les acteurs européens de l'économie sociale et solidaire sur le sujet. Lever les freins et libérer les potentiels. Alors, on a vraiment eu l'occasion de pointer avec les porteurs de projets des choses très, très concrètes sur la levée de freins réglementaires ou administratifs. Pour n'en citer qu'un, je pense à Jeunes à bord, donc cette initiative pour la reprise d'entreprises de pêche par de jeunes pêcheurs qui demandent la reconnaissance du contrat CAP, c'est le contrat d'appui au projet d'entreprise, par l'ENIM, qui, pour faire simple, gère le régime de sécurité sociale des gens de mer. Ce contrat, en fait, qui permet de finaliser la formation des jeunes pour ensuite favoriser leur insertion professionnelle. Il est reconnu, par exemple, dans le domaine agricole par la MSA. Il ne l'est pas encore aujourd'hui dans le domaine maritime et ça freine le développement de leur initiative. Vous aurez le détail dans la monographie. Contribuer aussi à la sécurisation économique des projets. Alors, on a listé ici l'accès au marché des fonds publics, la reconnaissance de la R&D sociétale, mais il y a aussi, pour les questions environnementales, la reconnaissance auprès des éco-organismes, par exemple. Et puis, favoriser une nouvelle façon d'évaluer la valeur créée, à la fois donc, dans l'instruction des initiatives pour obtenir leur soutien public ou privé, d'ailleurs, avec cette forte dimension immatérielle d'impact social qui est présente dans toutes les initiatives rencontrées. Renforcer les synergies, ça veut dire aussi identifier les enjeux prioritaires du secteur maritime qui pourraient permettre des réponses ESS dans la perspective d'innovation sociale dont je parlais tout à l'heure. On pense notamment à l'habitat sur le littoral, qui peut être un sujet ouvert à la suite de ce travail. Et puis favoriser la coopération entre acteurs de l'ESS, mais aussi entre acteurs économiques de manière générale, et également avec les acteurs publics. Ce qui est au cœur des projets d'ESS. Vous avez vu dans la carte que je vous ai montrée, un certain nombre d'initiatives sont des sociétés coopératives d'intérêt collectif. C'est un moyen fort de collaboration avec les collectivités territoriales. Et puis, on pense aussi aux pôles territoriaux de coopération économique qui sont relancés du côté du ministère de l'économie
et qui favorise également ces coopérations territoriales. Voilà, donc vraiment, c'est un peu frustrant de vous présenter ça aussi rapidement parce que ce travail est riche. Vous l'avez donc à disposition sur le site du labo pour découvrir vraiment les initiatives dans le détail. Mais je passe tout de suite la parole à Anne Lepage pour la table ronde qu'on a souhaité vraiment orienter sur les questions d'emploi d'avenir parce que c'était vraiment le fil rouge de ce travail. Et donc, je vous remercie beaucoup, Anne, de prendre la suite pour cette table ronde avec vos 4 intervenants. Merci Marie. Et puis au préalable, je suis très honorée et ravie de pouvoir animer cette table ronde et d'avoir été associée à ce travail ô combien inspirant à travers les initiatives, les 10 initiatives qui ont été valorisées au sein de cette étude. Alors, la thématique de cette table ronde, bon, c'est une thématique qui nous tient à cœur ici au niveau de la Touline. Nous nous occupons de l'emploi maritime, de promouvoir ces métiers traditionnels ou d'avenir. Ça va être à travers donc 3 interventions de 3 initiatives, à la fois au niveau de Skravik Bateau et au niveau de Jeunes à bord. Mais au préalable, je vais laisser la parole à François Daniel, qui est chargé de mission économie maritime au cluster maritime. Et je lui confie un véritable défi à François, c'est en 8 minutes de pouvoir dresser un panorama de l'emploi maritime. Pas simple, mais je sais qu'il va le relever avec brio. Donc François, je te laisse la parole. Merci beaucoup Anne, bonjour à toutes et tous. Je remercie également l'équipe du labo de l'ESS pour l'organisation de cet événement. Alors, Anne m'a confié la lourde charge de présenter l'économie maritime et ses emplois. Alors, je vais commencer mon propos en enfonçant des portes ouvertes, notamment en précisant que les mers et les océans, c'est l'avenir de la France. La France a tous les atouts et le potentiel économique pour cela. Deuxième zone exclusive économique mondiale, avec plus de 11 millions de kilomètres carrés, dont la moitié dans le Pacifique notamment. Elle se situe directement après celle des États-Unis, qui s'étend sur l'ensemble des continents de quasiment toutes les mers du monde. Alors en France, la mer, elle représente une économie maritime de 90,6 milliards d'euros d'activité en 2021. Alors vous avez presque l'exclusivité pour le moment de ces chiffres-là qui ne sont pas encore publiés. Et c'est aujourd'hui plus de 386 000 emplois directs. Alors, emplois directs, c'est sans compter les emplois qui peuvent être liés au tourisme littoral, notamment quand on parle d'hôtellerie et de restauration, de tous ces éléments-là. Nous, on ne les compte pas dans nos chiffres, donc 386 000 emplois directs. Alors, comme le disait Louis Brigand et qui ont été repris également par Bruno Frachon en propos introductifs, la mer, elle est source d'activités à forte valeur ajoutée. Alors, aussi divers et variés, les secteurs économiques qui l'accompagnent, ils peuvent se décliner. Nous, au cluster maritime, on les a déclinés en 3 catégories. 5 secteurs traditionnels. Alors, on en a parlé, le transport avec les navigants, les marins au commerce, la pêche avec les pêcheurs et tous les métiers dérivés des produits de la mer, la vente aux enchères en criée, les marailleurs, les poissonniers, l'industrie et la construction navale et nautique avec des appareilleurs, des approvisionnaires, des ingénieurs, des architectes navals, des architectes systèmes, des chaudronniers. Je ne vais pas tous les citer, je n'ai que 8 minutes. Pour rester dans le délai imparti, les deux autres secteurs, c'est la télécommunication et les câbles sous-marins, avec des centaines de câbles de télécommunication tout au long de nos fonds marins, qui nous permettent finalement de pouvoir communiquer. 99% des communications mondiales passent par ces câbles sous-marins. Alors, on a également les ressources énergétiques. Et puis, dans ces 5 secteurs traditionnels, on a relevé également, en plus, qui viennent s'ajouter, des secteurs émergents. Alors, émergents, ça ne veut pas forcément dire nouveau, mais ça veut dire qu'ils ont un fort potentiel économique dans les années à venir. Alors, on a les ressources minérales, avec des métiers comme océanologue, chef de carrière, agent de maintenance, le tourisme, les biotechnologies. Aujourd'hui, la France, c'est le premier producteur européen de biotech. Les biotechnologies marines, elles sont utilisées en santé, en nutrition, en chimie, en énergie, en matériaux. On a également, alors on l'a cité tout à l'heure, les énergies marines renouvelables, secteur à très fort potentiel qui va créer et qui commence déjà à créer des emplois dans les années à venir. L'aquaculture, la culture d'organismes aquatiques, alors les poissons, les algues, les crustacés, les mollusques. Et puis,
avec ces 10 secteurs que je vous ai cités, on a, pour atteindre un objectif de développement durable de l'économie maritime, des secteurs qui vont finalement être transverses, communs à tous les secteurs précités. Alors, parmi lesquels on a la formation, on a les infrastructures. Alors, les infrastructures, on pense notamment aux ports, aux réseaux, aux infrastructures en mer, aux digues. Le numérique, avec l'automatisation des process, les réalités augmentées, les big data, la cybersécurité. Les sciences et l'innovation. Alors là, c'est tout ce qui est recherche scientifique et innovation technologique. Les services avec les assurances, les métiers du juridique, les métiers les métiers comment dire, du courtage. Et donc, on a également la sûreté et la sécurité. La surveillance, donc ça c'est vraiment le côté régalien, et puis l'environnement. La mer produit aujourd'hui 50% de l'oxygène et absorbe 25% du CO2. J'enfonce vraiment des portes ouvertes, mais c'est un des sujets qui aujourd'hui représente un véritable secteur d'activité et donc de véritables emplois dans le monde maritime. Et toutes ces activités sont soutenues par des entreprises maritimes françaises, leaders mondiaux dans leur domaine. Alors, c'est autour de ce constat commun que le cluster maritime a été créé en 2006. Il rassemble l'ensemble des acteurs de l'écosystème maritime, de l'industrie au service, avec des activités maritimes de toute nature. Il est composé d'entreprises de toute taille, de pôles de compétitivité, de fédérations et associations, d'universités, de centres de recherche, de collectivités territoriales, de la marine nationale. Et je vais, pour rester dans le délai imparti, citer deux grandes priorités aujourd'hui au sein de la filière maritime. La première, c'est une priorité environnementale. En 2020, le cluster maritime, il a lancé une coalition pour la transition éco-énergétique du monde maritime, en partenariat notamment avec le ministère de la Mer, que je salue, l'ADEME, ainsi que des fédérations, des entreprises, des pôles, des centres de recherche. On a travaillé à pouvoir fédérer autour de 3 éléments: un état de l'art des objectifs, des acteurs, de leurs besoins et des solutions qu'on propose dans le cadre de pouvoir accéder à une transition énergétique avec les dispositifs de financement dédiés, des référentiels sur des modèles énergétiques de demain avec des mix énergétiques, des nouvelles technologies associées, et puis l'intégration de ces éléments dans un système numérique d'information d'aide à la décision en vue de proposer finalement une plateforme numérique qui pourrait être consultable par l'ensemble des acteurs économiques. Alors, une autre priorité du cluster maritime français, c'est celle de l'attractivité des métiers de la mer, aussi bien en France hexagonale qu'en outre-mer. Et donc, au sein de notre groupe Synergie, donc, qui est composé un peu à l'image des membres du cluster d'entreprises, de centres de formation, d'associations. Je salue Anne, qui est membre actif de ce groupe Synergie avec la Touline, et puis de régions, d'acteurs de l'emploi, de la marine nationale. Nos travaux, ils se déclinent en 2 axes: un axe d'attractivité des métiers et puis un axe de gestion des compétences. Et dans les sujets qui nous ont été remontés ces derniers temps, il y a une véritable interrogation sur finalement quel est le rapport aujourd'hui des gens au travail, comment fidéliser. Et donc, c'est sur ces mots que je vous laisse continuer la table ronde, et je vous remercie de m'avoir écouté. Bravo François, bravo. Avec brio, tu as relevé le défi et effectivement, là, tu as dressé un beau panorama au niveau de l'emploi maritime et des emplois d'avenir. Et donc, ça va nous permettre de pouvoir laisser nos 3 intervenants prendre la suite. Juste un petit mot en préambule. Comme tu le disais, effectivement, il y a des enjeux à l'heure actuelle au niveau des recrutements, au niveau de l'emploi maritime. Et plus particulièrement, et ça c'est assez récurrent, c'est au niveau de l'attractivité des métiers. Alors on peut penser que toutes ces activités dont leur moteur c'est l'économie sociale et solidaire, dont la mer est au cœur de leur activité justement, vont permettre de lever certains verrous au niveau de cette attractivité, donner du sens à ces métiers, notamment pour les jeunes générations qui sont en recherche justement d'emplois utiles et être utiles pour les autres. Alors, autour de la table ronde, 3 acteurs, 3 entrepreneurs qui vont donc apporter leur témoignage, faire partager leur motivation également, leur réussite, parfois leurs difficultés, mais surtout leurs attentes après cette étude. Qu'est-ce qu'ils attendent pour la suite au niveau de
de leur activité. Donc, ils sont très présents tous les trois aussi sur leur territoire parce qu'il y a une véritable dynamique territoriale à chaque fois hein, qui est développée autour de ces initiatives. Donc, en premier lieu, je vais laisser la parole à Tanguy Lebotte. Donc, c'est l'association Scravic. Comme évoqué par Marie, donc Scravic, c'est une activité de surcyclage de voiliers, bateau de travail à la voile à la fois vers des missions océanographiques, une activité vers la pêche et le transport côtier. Alors, avant de te laisser la parole, Tanguy, pareil, hein, donc nous sommes sur un temps imparti bien contraint, 12 minutes d'intervention pour te présenter et j'aurai une première question. Que signifie Scravic ? Merci Anne pour cette introduction. Merci beaucoup pour cette invitation aussi et merci au Labo de l'ESS et au ministère de la Mer pour cette sollicitation dans le cadre de cette étude qui en fait répond déjà à une première problématique pour nous qui est de nous mettre en avant et de nous mettre en réseau avec d'autres acteurs, ce qui est déjà super favorable pour un projet naissant comme le nôtre. Alors pour répondre à la question de Anne, Scravic, c'est le terme breton pour désigner la sterne, donc il y a un oiseau marin voilà, qui a des capacités de vol et de pêche assez remarquables et qu'on a le plaisir d'admirer régulièrement sur nos côtes partout autour de la France. Donc, le projet Scravic, c'est un projet qui a pour vocation de repenser le métier de marin et ce de manière innovante en mettant en exploitation des voiliers de travail, comme ça a été fait jusqu'à il n'y a pas si longtemps finalement, 70 ans, les derniers voiliers de travail actifs sur nos côtes. Et donc, pour répondre à différents enjeux de société qui viennent justement d'être évoqués par François Daniel. Notre travail se construit autour de 3 grands axes. Un premier axe qui est un développement technologique, le fait de retrouver les gestes du travail maritime, développer des navires qui sont adaptés aux technologies qui viennent aujourd'hui notamment de la course au large, et du coup qui ont permis de faire avancer la capacité, on va dire, de performance à la voile des navires modernes, et de mixer ça avec un savoir-faire patrimonial, un savoir-faire traditionnel des gestes du travail à la voile, et donc de retrouver ce savoir-faire technique, accompagné bien sûr des modalités juridiques et réglementaires qui sont sous-jacentes, pour permettre à des entreprises plus tard, ou le plus rapidement possible, d'exploiter des voiliers pour différents métiers, comme la pêche artisanale côtière, l'appui à la recherche océanographique, ou peut-être d'autres métiers comme le transport, comme on le voit sur d'autres projets à des échelles un peu plus importantes que notre approche. On a ensuite un deuxième axe qui est prépondérant à notre projet et sur lequel on travaille beaucoup depuis le début, et notamment en collaboration avec Anne et la Touline, qui est un aspect social de revalorisation du métier de marin, avec une réflexion qui va un peu sur deux volets qui viennent justement d'être évoqués. Cette nécessité de retrouver du sens vis-à-vis de la société dans cet exercice du métier de marin, notamment pour les personnels embarqués, navigants, qui ont du coup aujourd'hui, du fait de la distance physique entre la mer et la terre, une difficulté à trouver une place sociale et un lien sociétal avec finalement leur environnement lorsqu'ils reviennent à terre. Donc pour cela, on concentre nos efforts sur l'intégration un peu transversale des marins dans la gestion de l'entreprise, sous la forme du coup d'une future société coopérative qui leur permettra d'une part d'exercer leur travail de marin et d'autre part d'avoir un rôle sociétal fort à terre et donc d'être ces ponts entre les métiers de navigants et les métiers marins. Et ensuite, de manière plus générale, notre idée, c'est via cet outil aussi de la société coopérative d'intérêt collectif, de créer du lien entre les marins et leur territoire, en intégrant, pour les questions de la pêche, par exemple, les consommateurs aussi au sein de la structure pour qu'il y ait un lien direct qui se fasse via de la vente en circuit court, via potentiellement une intégration dans la gestion de l'entreprise, etc. Et aussi un lien fort avec, notamment du fait de notre ancrage patrimonial au niveau du travail à la voile, un lien fort avec les générations précédentes et donc une réflexion sur la transmission du savoir, et ce qui rejoint aussi un autre projet qui va apparaître
plus tard sur la transmission du savoir du coup entre les anciens qui ont la connaissance des métiers et les nouvelles générations de marins qui vont apparaître avec ces nouveaux enjeux qui leur sont attribués. Finalement, on a un troisième axe qui englobe tout ça, qui est de s'inscrire dans une double dynamique, celle des low-tech de l'économie circulaire et celle de l'open source. On a fait le choix depuis le début de traiter ces problématiques de manière la plus cohérente possible. Notre navire prototype que nous allons mettre à l'eau en janvier est un navire de plaisance que nous avons transformé donc, au sein du chantier Kairos de Roland Jourdain avec l'appui du cabinet Merforte de Michel Desjoyaux, donc en architecture navale. Nous avons transformé en prototype de bateau de travail. Donc l'idée était là de partir du constat que, comme le fait Didier Tocquet et son entreprise bateau, qu'aujourd'hui, il y a la matière première des bateaux, il y en a beaucoup sur nos littoraux. Ils ne sont pas tous utilisés. Il y a un renouvellement assez conséquent. Il y a donc, à notre avis, suffisamment de matière première pour en faire quelque chose d'autre et essayer du coup de surcycler ces bateaux en bateaux de travail. C'était une de notre parti pris initial qui rajoute automatiquement de la complexité par rapport à la construction d'un bateau neuf. Ensuite, en termes de pareil, du coup, finalement, le fait de travailler à la voile répond à un enjeu de décarbonation du secteur maritime et donc aux enjeux fixés par l'ONU de réduction importante des émissions de gaz à effet de serre des activités maritimes. Donc, le travail à la voile permet directement aujourd'hui de réduire ces problématiques. On a par exemple une estimation d'une réduction de 5 fois le coût carbone d'une mission scientifique en la faisant avec un voilier plutôt qu'avec un navire océanographique à moteur. Donc là, on s'ancre dans la même dynamique que d'autres projets de notre territoire, comme Grand Sail, et le projet Ilien, qui eux font du coup cette dynamique de retrouver le savoir-faire du travail à la voile pour d'autres métiers, c'est du transport de fret et de passagers. Et finalement, notre idée globale, c'est de créer un modèle, d'imaginer un nouveau modèle d'exploitation marine qui puisse être transféré facilement à d'autres et réplicable sur l'ensemble des territoires. Et c'est donc le troisième point finalement d'innovation entre guillemets ancré dans ce contexte-là qu'on met en avant, c'est que tous nos travaux seront documentés sous forme de briques d'innovation, de briques technologiques, que ce soit la technologie sociale ou la technologie du savoir-faire, qui seront mises à disposition en libre accès sur Internet pour en fait favoriser l'émergence de modèles similaires partout autour de nous sur le territoire et entraîner derrière nous d'autres entreprises qui pourraient aller dans le même sens. Je prends un exemple concret, par exemple, l'idée de développer des outils électroniques open source et auto-réparables permettrait d'augmenter un petit peu l'autonomie et financière et technique des entreprises maritimes. Et cette brique technologique mise en open source peut concerner un grand nombre d'entreprises au-delà d'un armateur qui voudrait travailler à la voile. C'est accessible à d'autres. Donc, voilà, l'ensemble de ces points nous permet d'essayer de nous placer un peu comme un ambassadeur, entre guillemets, d'un renouveau du savoir-faire maritime de notre territoire et du coup de favoriser l'émergence de nouveaux projets qui sont centrés autour de la valorisation et la gestion des communs, comme ça a été évoqué dès le début. Voilà. Merci Tanguy. Décidément, que ce soit François-Daniel, Tanguy Lebot, pour l'instant, pile poil au niveau du timing. Très bien. Juste pour rappeler aux personnes qui sont présentes, bien évidemment, que si vous avez des questions à poser, il y a l'opportunité de pouvoir les poser et on prendra le temps à l'issue de cette table ronde d'y répondre, l'ensemble des acteurs qui sont ici présents. Ensuite, donc, je vais laisser la parole à Didier Tocquet. Didier Tocquet donc, est le cofondateur du chantier naval bateau, créé donc en Loire-Atlantique, à Rezé plus particulièrement, a souligné que Bateau a obtenu en 2020 le prix national de l'économie sociale et solidaire dans la catégorie transition écologique.
Et comme évoqué précédemment, bon, bateau, c'est un chantier naval et on sait très bien qu'au niveau de la construction et la réparation navale, en particulier, les métiers sont peu attractifs. Donc, bateau peut être aussi inspirant. Donc, Didier, je te laisse la parole. Comme pour Tanguy, 12 minutes d'intervention pour présenter bateau, les enjeux, les perspectives et les attentes. Merci. Merci beaucoup et bonjour à tous. Ravi de passer après Tanguy parce qu'on travaille un peu sur les mêmes sujets qui partent du constat que d'abord on a un parc de bateaux de plaisance incroyablement large en France. Encore 1 million de bateaux sont immatriculés aux affaires maritimes, même si on estime qu'il y en a 150 ou 200 000 qui ont disparu sans se notifier. L'âge moyen de ce parc, c'est plus de 40 ans. L'âge moyen des propriétaires, c'est plus de 65 ans. Et on a une arrivée massive programmée de bateaux en fin de vie aujourd'hui, en plus qui change aussi par les usages, moins de propriétaires, plus de locations par exemple, dont on ne sait pas quoi faire parce qu'ils ont été fabriqués en polyester à la fin des années 60. On travaille finalement, nous, avec des bateaux qui ont écrit les belles pages de nos chantiers de plaisance, dont nous sommes devenus leaders mondiaux. Notamment, par exemple, avec des groupes comme le groupe Beneteau, qui sont leaders de la fabrication de voiliers dans le monde. Donc, c'est un patrimoine, je trouve, intéressant aujourd'hui d'une industrie française forte. On a décidé, nous, on a fondé Bateau il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans, par une actualité réglementaire qui était l'arrivée d'un éco-organisme qui, à l'initiative du ministère de l'Environnement, proposait à l'industrie nautique de prendre en charge la gestion de fin de vie des bateaux. Alors des charges, ils n'imaginaient pas que des bateaux fabriqués il y a 40 ans, ils auraient aujourd'hui à en traiter la fin de vie. Et comme le polyester n'a pas de solution de recyclage, c'est quand même 95% de la masse d'un bateau, ils ne peuvent aujourd'hui, ils ont commencé l'éco-organisme à travailler sur ce qu'on appelle la déconstruction ou la destruction avec 2 exutoires possibles qui sont ce qu'on appelle la valorisation en incinération, valorisation énergétique et la mise en décharge. Ces technologies sont des technologies coûteuses, donc en fait on est sur une économie négative et à fort impact sur l'environnement, on pourrait dire. Et nous, on s'est posé la question en regardant la hiérarchie de traitement des déchets préconisée par l'Europe, les États membres, etc. Qu'est-ce qu'on pouvait imaginer en termes de réemploi de ces bateaux pour d'autres usages que la navigation? Et c'est ce qu'on a lancé. Donc en fait, on récupère des voiliers de 7 à 14 mètres, principalement, qu'on transforme en hébergement insolite pour l'hôtellerie de plein air sur terre ferme, en gîte pour le jardin des particuliers, en salle de réunion pour les entreprises, toujours sur terre ferme, en aire de jeu pour enfants. On a essayé d'ouvrir et de comprendre un peu quels étaient tous les marchés de nouveaux usages pour ces bateaux. Comme le soulignait Tanguy, on n'a pas de problème d'approvisionnement à un moment où en ce moment c'est une actualité forte parce qu'il en existe beaucoup. On a conçu notre structure sur ce qu'on appelle l'économie circulaire des déchets du nautisme, enfin, plus particulièrement des déchets de bateaux. L'économie circulaire, par nature, implique d'abord notre capacité à créer un écosystème de partenaires publics, privés, associatifs et citoyens volontaires qui vont co-créer ensemble de la valeur et savoir se la partager, ce qui n'est pas une mince affaire. Hein, vraiment, c'est quelque chose justement sur lequel on aurait plein de choses à raconter avec le ministère, qui est une autorité de tutelle naturelle pour nous, quelque part, même si, comme Anne le soulignait, quand on fait de l'ESS, on est plutôt territorial. On a toujours considéré, par exemple, que Bateau s'épanouirait sur la région des Pays de la Loire. Et il se trouve qu'avec un peu de communication, on a aujourd'hui d'autres régions qui veulent reproduire le modèle Bateau. On tient en tout cas à cette dimension des choses. Les bateaux, finalement, sont, pour en revenir à l'emploi dans le maritime, qui est quand même, on a bien sûr un pilier social, un pilier environnemental et un pilier profitable aussi économique. On est une entreprise au statut ESUS, c'est-à-dire on n'est pratiquement pas subventionné, on doit trouver notre modèle économique par nos productions et par nos ventes, c'est important de le dire aussi. Et sur l'aspect social, on a vite compris que les bateaux, un bateau qu'on refaisait, qu'on retransformait, qu'on mettait à neuf, si vous voulez, pour son nouvel usage, en un mois, par exemple, était un formidable support à formation vers les 4 métiers qui sont les nôtres, la menuiserie, la métallerie, le composite et l'agencement, dans un territoire, les Pays de la Loire, où, comme je le disais, il y a beaucoup d'industries nautiques qui peinent à recruter. Ça fait 10 ans qu'on cherche 500 emplois dans ces métiers-là.
Et Bateau, avec son activité aujourd'hui, attire énormément de personnes éloignées de l'emploi, d'adultes en reconversion, de jeunes en bac pro, et c'est avec l'ensemble de ces personnes aujourd'hui qu'on bâtit notre politique sociale sur les métiers qu'on vous fait. En un mois, ils font le tour d'un bateau, non seulement de leur, par exemple, spécificité, s'ils font des études de composite, ils découvrent aussi tout ce qui est autour, et on a commencé à créer des passerelles vers les constructeurs navals pour essayer de sensibiliser notamment les jeunes vers ces métiers. En termes de création d'écosystèmes, c'est assez incroyable de voir qu'une petite entreprise territoriale comme la nôtre a réussi à fédérer finalement d'abord tous les niveaux de collectivité qui sont les nôtres, la ville dans laquelle on travaille, qui est la ville de Rezé, Nantes, la métropole, le département, la région, tous finalement se sont associés à l'écosystème. La recherche a été très importante. On considère, nous, que c'est vraiment quelque chose de fort. Ce n'est pas parce qu'on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qu'il ne faut pas qu'on fasse ça. Et on a eu des accords incroyables avec l'Université de Nantes, l'IAE par exemple, et des enseignants-chercheurs sur ce qu'étaient des modèles d'économie circulaire. Ils ont sorti des études là-dessus. On a eu des travaux forts aussi avec l'école centrale sur l'habitat low-tech. On démarre avec eux un cursus avec les étudiants en fin de parcours pour mettre un bateau à Centrale qui servira de support à formation et à meilleure compréhension du low-tech. On a aussi, tout à l'heure je vous disais, un écosystème de partenaires qui co-créent et qui se partagent la valeur, eu la chance d'avoir Audencia, qui a lancé une nouvelle chaire, qui est une école de commerce, qui a lancé une nouvelle chaire qui s'appelle Sustainable Finance, et qui propose, qui a voulu étudier bateau pour faire ce qu'on appelle une comptabilité multicapitaux. Vous savez bien que n'importe quelle structure présente en fin d'année son bilan perte et profit financière, et on va rajouter perte et profit social et perte et profit environnemental, ce qui va nous permettre d'organiser la co-création de valeur sur des aspects comptables, ce qui est très important, parce que souvent dans nos structures, c'est difficile de monétiser, j'ai envie de dire, nos apports, qui sont environnementaux, sociaux, et facilement. Voilà ce que je pouvais vous dire à ce stade. Je voudrais vous dire quand même une chose importante, c'est que dans quelques jours, Bateau va accueillir de nouveaux actionnaires qui sont prestigieux pour pouvoir développer de façon plus industrielle son activité, c'est-à-dire on est à la fin d'un premier cycle, si vous voulez, où on a fait ce qu'on appelle la preuve du concept de notre croisière immobile. On appelle ça une croisière immobile, notre sujet. On dit que c'est pour tous ceux qui aiment le bateau et qui ont le mal de mer, par exemple. Donc, qui vont nous aider à développer et à reproduire le modèle éventuellement sur d'autres territoires en France. Voilà. Merci pour votre attention. Merci Didier. Donc le fil rouge se poursuit entre les trois intervenants. On a parlé du collectif, on a parlé d'économie sociale et solidaire. Maintenant, on va parler de transmission avec Benoît Guérin, qui est pêcheur professionnel, membre du comité départemental des pêches du Var et surtout partenaire du dispositif Jeunes à bord qu'on a évoqué précédemment, qui est porté par une coopérative, Petra Patrimonia Maritima, et dont l'objectif est de faciliter et d'accompagner la transmission d'entreprises maritimes entre des jeunes et des patrons pêcheurs qui souhaitent se retirer. Et là aussi, c'est un enjeu pour ce secteur, cette filière pêche qui a du mal à trouver des jeunes à aller vers ces métiers. Donc, Benoît, je vous laisse la parole de manière à pouvoir évoquer ce dispositif Jeunes à bord. Oui, bonjour à toutes, à tous. Merci beaucoup, Anne. Merci au labo de l'ESS d'avoir repéré et d'avoir identifié ce projet Jeunes à bord. Merci effectivement aussi au ministère d'avoir eu la curiosité d'aller regarder ce qui était fait dans ce domaine-là. Donc moi, j'interviens, comme le disait Madame Lepage, au titre du comité départemental des pêches du Var, dont je suis vice-président. Et je vais vous parler d'un projet en partenariat avec la coopérative d'activité et d'emploi Petra Patrimonia, qui est basée à Marseille et qui a plusieurs antennes en Méditerranée. Alors,
les coopératives d'activité et d'emploi, je pense que parmi les participants, il y a des gens qui sont probablement beaucoup plus calés, puisque j'entendais Madame Vernier dire que c'est une structure un peu connue, assez connue de l'ESS. Qu'est-ce que fait une coopérative d'activité d'emploi? C'est une structure d'accueil qui va offrir un statut à un entrepreneur qui souhaite tester la viabilité de son projet d'entreprise. En l'occurrence, quelle est la problématique et quel est le besoin à la petite pêche? Alors, c'est le cas dans le Var, c'est très prégnant, mais c'est en fait le cas, et j'en reparlerai, sur tout le littoral métropolitain et probablement ultramarin également, du renouvellement de cette profession de marin-pêcheur, et en particulier à la petite pêche, où dans pas mal de cas, finalement, le patron est seul à bord, et donc le fait de prendre quelqu'un en formation pose des questions et des difficultés particulières. Voilà, donc le projet Jeunes à bord, c'est une structure, finalement, c'est un dispositif à 3 têtes, avec d'une part cette coopérative d'activité et d'emploi Petra Patrimonia, qui va, avec l'aide du comité départemental des pêches, mettre en relation un repreneur potentiel et un patron en fin d'exercice qui souhaite transmettre son entreprise. L'idée, c'est d'offrir finalement au repreneur potentiel un cadre juridique et de l'accompagner au travers, en plus de la formation que va lui apporter le patron qui va transmettre ses connaissances, de lui apporter une série de formations qui sont de plus en plus nécessaires dans ces petites entreprises. Une formation à la gestion, une formation juridique, une formation à la commercialisation, une formation, on le verra aussi, à d'autres activités qui peuvent offrir des alternatives intéressantes de diversification à la petite pêche. Voilà donc ce qu'apportera Petra Patrimonia. Aujourd'hui, c'est un projet qui est toujours… alors, le stade de recrutement des personnes intéressées est passé. On devrait rentrer prochainement dans la phase de test. On a dans le Var 15 patrons qui sont intéressés pour transmettre leur entreprise dans le cadre de ce dispositif. C'est 10% finalement, parce qu'il y a 150 bateaux dans le Var, c'est 10% des bateaux du Var. On a 17 repreneurs intéressés. Et donc, le dispositif propose en fait 178 jours d'accompagnement, 11 de formation et 48 d'embarquement en mer avec le patron. Alors, quelle est la plus-value attendue pour nous de ce dispositif? D'abord, en termes économiques pour le patron, c'est un coût de gestion et d'accompagnement qui est à la charge de la coopérative d'activité et d'emploi. Le gros problème pour les patrons qui veulent transmettre leur entreprise, c'est finalement les charges d'un marin à bord, alors que c'est quelqu'un qui n'est pas encore opérationnel et qui apporte pas de la valeur pour l'entreprise. Donc finalement, le dispositif CAP, donc contrat d'appui pour le projet d'entreprise, permet d'héberger juridiquement le repreneur et de prendre en charge justement ces charges sociales. D'un point de vue social, on l'a laissé entendre, mais une question de valorisation du patrimoine et de transmission des savoirs. L'érosion du savoir et de la profession est effrayante. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est un métier qui se perd, c'est un métier qui a une énorme richesse en termes de diversité de pratiques, de métiers. Il faut imaginer qu'un petit bateau de pêche peut pratiquer au cours de l'année une quinzaine de métiers de pêche différents. Donc, on a une connaissance des poissons, de leur biologie, des zones et des espaces, finalement, des zones qu'on appelle aujourd'hui fonctionnelles halieutiques, mais des zones biologiques sensibles qui est extrêmement intéressante et de plus en plus reconnue d'ailleurs par le monde scientifique. Et puis, d'un point de vue environnemental, l'idée, c'est aussi d'encourager dans ce type de dispositif la reprise et la réflexion vers une activité de pêche qui est moins impactante et qui s'efforce de valoriser au mieux son activité pour
ne pas avoir besoin finalement d'avoir une pression trop importante sur la ressource. Je parlais de diversification. À la petite pêche, il y a plusieurs activités qui ont été imaginées et déjà testées avec tout un tas, malheureusement, de limites réglementaires. L'ititourisme, c'est le fait pour le pêcheur de pouvoir préparer son poisson au port. Le pescatourisme, c'est le fait de pouvoir emmener avec lui quelqu'un qui est curieux de découvrir l'activité. Et sur nos côtes, évidemment, en saison estivale, vous pouvez imaginer que c'est une vraie source potentielle de revenus. Bon, moi, dans mon cas personnel, pour parler très rapidement de moi, je suis, en plus d'être pêcheur professionnel, je suis aussi halieute de formation et je continue à assurer des missions de conseil sur la gestion des pêches au niveau national ou plus largement au niveau européen. Et finalement, après 7 ans de cette nouvelle activité pour moi, je considère que cette double activité, dans mon cas, est assez profitable pour un de mes emplois comme pour l'autre. En termes de perspective de ce projet, l'idée, c'est vraiment de recréer une transmission qui est perdue parce que dans bien des cas, finalement, ces patrons pêcheurs n'ont pas transmis leur entreprise parce que ça a été un métier très dur. Et donc, finalement, ce n'est pas ce qu'ils souhaitaient pour leurs enfants et les enfants ne le souhaitaient pas non plus pour eux. Mais on voit aujourd'hui de plus en plus de gens, de profils différents, de parcours différents qui sont intéressés par ce métier pour le caractère le sentiment de liberté qu'on peut éprouver, pour le plaisir d'être en plein air, d'être en mer, etc. Et donc on voit, et moi j'ai le cas régulièrement, de plus en plus de gens qui, dans le cadre d'une reconversion, par curiosité, viennent nous voir. Et il est fondamental qu'ils puissent avoir une transmission des savoirs, car sinon, en fait, c'est des gens qui s'installent au métier sans le b.a.-ba minimum. Parce que finalement, cette formation qu'on propose, c'est vraiment une formation pratique. J'ai lu dans le rapport qui a été fait par le labo, quelqu'un qui a monté l'initiative Scholar More, Mike Newmeyer, qui dit ici, pas de cours devant un tableau noir, juste de la pratique, on ne prépare pas aux épreuves, on prépare au métier. Et pour moi, c'est très clair, c'est ça qu'on doit faire et c'est ça qui fait que quelqu'un arrive à se sentir à l'aise à la pêche. La formation maritime en tant que telle, théorique, n'y suffit pas. Et donc, cette dimension de patronage, de compagnonnage, me paraît vraiment essentielle. En termes de réplicabilité, j'arrive à la fin. Il me semble que ce test a un potentiel dans d'autres départements littoraux, dans d'autres régions. Il faut savoir qu'en nombre, la petite pêche, bon, entendue au sens européen, c'est-à-dire celle qui est assurée par des bateaux de moins de 12 mètres, c'est la grande majorité des unités de pêche. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est 50% environ de l'emploi à la pêche. Et donc, il y a un enjeu, puisque quand on regarde la pyramide d'âge, on voit que c'est une population qui est clairement vieillissante. On doit avoir dans notre département une moyenne d'âge à 50 ans, mais je ne pense pas qu'on fasse bien pire que d'autres départements. Et donc, il y a vraiment un enjeu de reprise des entreprises. Et encore une fois, ce segment de la petite pêche, que ce soit en Pays de la Loire, en Bretagne, en Occitanie, c'est un segment important et c'est le segment majoritaire. Redisons aussi que cette petite pêche, elle participe à l'animation des territoires. C'est-à-dire qu'il est très clair dans les territoires littoraux, à vocation touristique au moins une partie de l'année, que l'animation qu'offre la pêche est clairement mise en avant par les collectivités, par les communes. Voilà, nous en tant qu'on a une association sur le port où je travaille, quand on fait pour l'association des dégustations en été, on a du jour au lendemain 200-300 personnes qui viennent acheter une assiette de poisson. On fait venir un viticulteur et finalement tout le monde est content parce que ça participe à cette animation et à cette vie du littoral. Je finirai en disant, mais ce qu'a dit Madame Vernier tout à l'heure, qu'aujourd'hui, on a un gros problème, on est tombé sur un os par rapport à ce dispositif, c'est le fait que dans le cadre du régime social des marins, de l'INIM, on n'a pas de reconnaissance de ce CAP, de ce contrat d'appui au projet d'entreprise.
Et donc, pourtant, cette reconnaissance a été apportée par la MSA dans le monde agricole. Alors, soit on a besoin que ce cap soit reconnu à l'ENIM, soit on aurait besoin que cette période d'apprentissage du métier de patron pêcheur puisse être hébergée sous le régime général et que du coup le dispositif cap puisse être pleinement utilisé pour ces reprises d'entreprise. Voilà, j'arrêterai là. Je serai disponible pour des questions, s'il y en a évidemment. Merci Benoît. Et ça me donne l'occasion de faire la transmission, hein. C'est vrai que l'ensemble de ces initiatives, donc les 3 qui ont été présentées, à la fois Scravik, Bateau, Jeunes à bord et les autres initiatives présentes dans l'étude du labo ESS, non seulement ont permis de les mettre en lumière, mais également ont des attentes à différentes dimensions, et on espère que les points bloquants vont pouvoir être levés suite à cela. Voilà, donc le message est passé auprès de M. Frachon, auprès du ministère de la Mer. Voilà, il y a de vraies attentes qui peuvent amener aussi à de véritables perspectives. Et là, je reprends ma casquette de la Touline en termes d'attractivité des métiers, pour l'emploi, pour relever les problématiques en termes de recrutement. Maintenant, on va laisser la place aux échanges, s'il y a des questions. Donc, je relaisse la parole à Marie ou à Nicolas pour les questions qui ont été posées. Je vais peut-être prendre la parole pour introduire les quelques questions. Simplement des questions de précision dans un premier temps, peut-être sur le modèle économique. Scravik, est-ce que vous pourriez revenir sur le modèle économique de votre SIC, donc Société coopérative d'intérêt collectif? J'en profite au passage pour signaler que les SIC fêtent leurs 20 ans actuellement et représentent donc une forme juridique chère, particulièrement chère au labo, et qui se voit multipliée en France les dernières années. Peut-être déjà là-dessus, Tanguy? Oui, merci pour cette question qui permet de compléter un petit peu le propos. Alors, nous, notre viabilité économique, elle est basée sur la polyvalence, finalement, qui pour nous, est un gage d'autonomie et de résilience en ne dépendant pas d'un seul marché. L'idée est, dans une phase expérimentale, d'en faire la démonstration de viabilité économique. On n'est pas sûr aujourd'hui que ça va marcher, et c'est bien le propre d'un projet innovant. Mais donc, le premier voilier prototype donc, de moins de 10 mètres sera exploité donc, à la pêche artisanale côtière et à l'appui à la recherche. Donc, il aura en fait un double métier. Donc l'idée, comme vient de l'expliquer Benoît, c'est que pour ce qui est le volet pêche, on ait une valorisation la plus importante possible des volumes pêchés par une vente directe en circuit court, en plus de créer du lien direct avec les consommateurs. Ensuite, que du coup, le chiffre d'affaires soit du coup complété par des journées de mise à disposition du bateau auprès des chercheurs, des bureaux d'études, où il y a une forte demande aujourd'hui pour avoir des outils à faible empreinte environnementale pour étudier l'environnement. Et puis finalement, donc dans l'idée, les 2 marins qui seront exploitants de ce bateau auront aussi une partie de leur temps à terre qui sera rémunérée, notamment par de la formation, de l'accompagnement d'autres projets, par la transmission en fait de toutes les briques d'innovation qu'on aura mis à disposition en open source et qui nécessiteront d'être partagées et d'être accompagnées pour donc que les personnes intéressées, les futurs armateurs intéressés par cette approche puissent en tirer les meilleures parties. Voilà. Oui, je vois à l'instant sur le chat comment les investisseurs s'y retrouvent dans Scravik et un statut coopératif où la valeur d'épargne n'évolue pas et qu'il n'y a pas de dividendes. C'est toute la problématique en fait je pense dans le milieu maritime d'aller vers ces modèles, puisque effectivement pour acheter un bateau les investissements sont assez conséquents. C'est pas le cas pour le premier prototype. Je suis le propriétaire du bateau que je mets à disposition du projet, donc ce qui nous permet en fait d'avoir une première approche un peu plus légère en termes d'investissement.
Mais du coup, l'idée, c'est bien de trouver, en fait, du fait de l'intérêt territorial que peut porter le projet, d'attirer, on va dire, l'attrait et de fédérer des investisseurs territoriaux qui y voient en fait d'autres intérêts que la seule rentabilité économique de leur investissement. Mais par exemple, l'intérêt en termes de nouveaux champs de compétences, de nouveaux marchés de développement. Par exemple, les chantiers navals pourraient être intéressés pour nous accompagner financièrement, puisque après, ça pourrait développer l'émergence de tout un volet de surcyclage de bateaux de plaisance en bateaux de travail, etc. Donc et puis en plus, il y a un peu comme ce qui existe pour le milieu paysan, la volonté d'intégrer les futurs consommateurs dans les coopérateurs et donc dans les investisseurs du projet. Merci Tanguy. Peut-être sur le même sujet de modèle économique, il y avait une question complémentaire pour Didier Toquet. Si ce n'est pas confidentiel, les nouveaux actionnaires de bateaux, qui sont-ils? Alors peut-être au moins en donner leur typologie. Votre micro, Didier, il faut activer votre micro. Pour garder l'esprit de ce qu'on a voulu faire, c'est-à-dire une entreprise de l'économie sociale et solidaire, l'actionnaire principal qui va rentrer dans le bateau, c'est le groupe SOS, que vous connaissez sans doute, un groupe de 11 000 collaborateurs et d'1,5 milliard de budget de fonctionnement annuel, et qui est très intéressé par notamment les activités de formation que ça représente, ou les activités qu'on appelle aujourd'hui tiers-lieux, dont on aurait pu parler, parce que tiers-lieu, c'est-à-dire la récupération de friches et puis un réaménagement coopératif qui associe des structures, des associations et des citoyens sur un même site pour que chacun puisse s'enrichir. Ensuite, les deux autres actionnaires sont plutôt des régionaux, un qui est très implanté dans le sud-ouest, du côté de Bordeaux, très spécialisé aussi sur les modèles de tiers-lieux, et qui est face aujourd'hui à pas mal de collectivités qui leur demandent de les aider à créer des tiers-lieux sur leur commune. Et lorsqu'il s'agit de collectivités à façade maritime, par exemple, il y a un fort intérêt pour l'activité de réemploi de bateaux. Tout à l'heure, on a évoqué toutes les logiques de circuit court, par exemple. Les bateaux, c'est des objets lourds à bouger. Le circuit court, c'est à traiter les bateaux de Nouvelle-Aquitaine en Nouvelle-Aquitaine pour les remettre éventuellement en activité touristique ou autre en Nouvelle-Aquitaine, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Et puis le troisième, c'est une structure, elle, qui est plutôt implantée sur le Grand Ouest, on pourrait dire, et qui va développer les activités par des plateformes plus importantes pour traiter de façon encore plus rationnelle les bateaux à réemployer sur la partie Grand Ouest. Voilà à peu près où on en est aujourd'hui. Je ne peux pas vous donner les noms encore, mais ça sera fait dans 4 jours. Merci. En tout cas, ce qui est formidablement intéressant, c'est que des entreprises de l'économie circulaire, ou du moins de l'ESS territoriale, suscitent, pour répondre peut-être à la question d'avant, un intérêt de la part d'autres structures. L'intérêt n'est pas forcément financier, on ne va pas monter des sociétés capitalistiques dans l'ESS, ce n'est pas l'objet, hein. Mais par contre, bien d'autres richesses partageables sont aujourd'hui possibles, qui font que ça correspond à des besoins d'entreprises qui souhaitent s'y associer pour l'image, pour la politique sociale, pour la politique environnementale, etc. etc. J'en profite aussi, j'aurais dû commencer, comme mes collègues, à remercier vraiment le labo de l'ESS, qui est notre think tank national qu'on suit tant quand on est engagé sur ce secteur et depuis si longtemps, et puis le ministère de la Mer, bien sûr, pour avoir été présent et avoir appuyé cette étude. Je pense qu'il y a énormément de métiers, de choses sur lesquelles on peut faire cohabiter les entreprises, les citoyens, les associations, les coopératives aujourd'hui, et c'est tant mieux. C'est d'une grande modernité en fait. Merci Didier, notre logo orange rougi. Peut-être poursuivre avec vous sur la sous-question. Alors ça peut être lié avec ce que vous venez d'évoquer aussi en termes de modèle économique, mais comment transférer le savoir-faire à d'autres territoires, d'essaimer votre projet, et déjà voilà, votre intention à long terme, et quels peuvent être les outils sur lesquels s'appuyer? C'est pour moi la question? Oui, tout à fait. Alors, les outils, déjà, moi j'ai un petit travail à faire avec le ministère de la Mer, c'est de définir ce que c'est que
statut juridique d'un bateau réemployé dans le cadre d'une politique moderne et durable de gestion des déchets. C'est pas simple, c'est pas simple. Quel est son statut? Quand on travaille avec l'éco-organisme, les bateaux, par exemple, ils arrivent sous statut déchets. Moi, j'ai pas envie d'être une entreprise qui rénove des bateaux en étant une entreprise de déchets, ni le camping qui va m'acheter un bateau, etc. Donc, c'est des choses comme ça. Il y a des choses juridiques qui sont importantes. Sur la reproduction sur les territoires, j'estime personnellement qu'il n'y a pas un modèle bateau qui a été inventé dans la Pays de Loire et qui doit être le même reproduit sur chacun des territoires. Dans la logique de coopération qu'on cherche tous, il peut y avoir une couleur en Nouvelle-Aquitaine qui ne soit pas la même qu'en Bretagne et qui ne soit pas la même que dans la région des Pays de la Loire, dans la mesure où ce n'est pas le gâteau financier qu'on essaie de se partager, mais c'est l'intérêt de nos politiques sociales, de nos politiques environnementales, etc. Ça ouvre les portes à finalement beaucoup d'inventions et d'innovations en fonction de chacun des territoires. Par exemple, Tanguy, moi je suis contacté par des pays dits en voie de développement qui me disent que tu pourrais pas nous trouver des petits bateaux dont on ne sait pas quoi faire et qui vont nous coûter ici 2 000 ou 3 000 euros à détruire pour que j'en fasse une activité de pêche dans mon village, parce qu'on est sur des bouées, etc. Donc il y a 1000 choses à imaginer, c'est extrêmement créatif. Comme on l'a dit, on a un parc. Le parc d'1 million de bateaux, ça fait un bateau pour 67 habitants, un bateau de plaisance, en moyenne en France. C'est colossal. J'ai longtemps pensé qu'on était les leaders mondiaux. Apparemment, on n'est pas les leaders en pourcentage. C'est les îles Fidji qui ont un bateau pour 25 habitants, mais ils en ont beaucoup moins que nous. On a été très surpris aussi de voir l'impact médiatique de ce qu'on faisait avec des vieux bateaux. On avait à peine commencé, qu'on avait des articles aux États-Unis, en Allemagne, en Autriche, en Angleterre. Tous ceux qui ont des bateaux dont ils ne savent pas quoi faire, en fait. Hein, bon. Et donc, je trouve qu'on est sur un modèle bien de chez nous, bien français, très coopératif et très intéressant, qui mérite à être développé avec notamment les entrepreneurs sociaux au départ, quoi. Et puis ensuite avec l'œil averti de gens comme le labo de l'ESS et l'autorité de tutelle d'un ministère, ça serait formidable. Mais voilà. Tanguy, il y avait également une question pour vous là-dessus. Au vu du changement d'échelle ou de l'essaimage éventuel, qu'il des besoins de formation initiale pour l'implémentation de votre projet? Ouais, alors il y a un peu, je ne sais pas s'il n'y a pas un peu deux réponses possibles aujourd'hui. Moi, du coup, nous, en tant que porteurs de projet et dans cette phase un peu expérimentale, on a tous des profils d'ailleurs qui sont les mêmes que celui de Benoît Guérin, on est des profils plutôt de scientifiques et reconvertis au métier de marin. On est tous marins professionnels à côté, donc il y a en fait un besoin de formation, donc qui n'est pas initiale, mais formation continue, pour en fait permettre à des porteurs de projets innovants de trouver le temps de se former au métier de marin pour pouvoir acquérir les diplômes, pour pouvoir, dans le même contexte finalement que Jeunes à bord, pour pouvoir d'une part se former ou créer leur entreprise et d'autre part acquérir les brevets qui permettent d'exercer leur métier dans le cadre réglementaire et dans le cadre social de l'ENIM. Après, pour ce qui est de l'essaimage, je pense que notre modèle n'a pas vocation à être une entreprise que pour des ingénieurs ou des scientifiques en reconversion. Et du coup, il y a bien une volonté en fait de créer du lien avec les lycées maritimes pour intéresser des jeunes marins à travailler comme on va le faire. Et du coup, sur toute la nécessité de polyvalence qui nous paraît importante pour le nouveau métier de marin avec la gestion de l'entreprise, le lien à terre, etc. Eh ben, nous, on pense qu'une solution serait de faire la formation en interne, par exemple, accompagner les jeunes pour qu'ils puissent acquérir des compétences, par exemple, un peu en comptabilité, en gestion, mais aussi, il y a plein d'autres métiers à terre qui sont autour de la gestion d'une entreprise maritime, l'entretien des bateaux, la vente des produits de la pêche, etc. Donc voilà, le lien, il existe déjà en fait en réflexion, et il faut nous qu'on arrive à le créer, mais on a beaucoup de choses à faire en parallèle, donc ça va se faire petit à petit. Effectivement, c'est précisé dans le commentaire de Bernard Martin qui avait posé cette question, ce multicompétence, des logiques en silo, des logiques de formation par métier.
stricto sensu. Je reviens en arrière sur, c'était plutôt un témoignage, alors question précise, mais peut-être que la personne, Étienne Duval, pourrait directement prendre la parole de la Fédération des entreprises d'insertion Normandie sur une question de filière de recyclage des engins de pêche qui sont en train de structurer et où il se pose des questions relatives à la REP, à la responsabilité élargie de producteur. Peut-être à vous la parole directement, Monsieur Duval. Oui, oui, merci de me donner la parole et de prendre la question rapidement. Effectivement, on essaye de faire tout bien comme il faut au niveau du labo parce qu'on travaille effectivement en synergie avec les acteurs maritimes, dont la coopération maritime bien entendu et nos entreprises, l'une d'entre elles gérant les paniers de la mer, parce que c'était assez intéressant notamment d'avoir quelqu'un qui avait le pied marin pour parler avec les pêcheurs. Donc on est en train de mettre en place une filière pour récolter l'ensemble des engins de pêche usagés. C'est un domaine assez énorme. Et on avait trouvé comme levier relativement intéressant la parution d'une REP 2023-2024, justement, sur le recyclage des engins de pêche avec voilà, cette notion de collecte. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui, enfin plutôt c'est la question que j'avais, puisqu'on souhaiterait essaimer et changer d'échelle, c'est que la REP, elle, va concerner également l'aquaculture, qui est un domaine complètement différent de la mer. Enfin, j'espère que je ne vous l'apprends pas. Et du coup, je me retrouve avec un nœud et un levier qui me manque pour justement faire en sorte que ce qu'on est en train de travailler aujourd'hui puisse bénéficier de cet effet de levier de la réglementation publique, justement. Voilà. Est-ce qu'il y a des réactions parmi les intervenants sur ce projet ou des questions? Autrement, je crois qu'on approche, bientôt la fin, bientôt 13 heures de notre événement. Puis il y a Marie Vernier, je crois, qui va nous dire quelques mots de conclusion, des remerciements. Est-ce qu'avant ça, il y a des réactions? Anne Non, Nicolas, je pense que l'ensemble des messages sont passés, hein. C'est vrai qu'il y a un certain nombre qui ont des points bloquants et qui demandent à être levés. Et effectivement, et c'est dans l'objectif du collectif, on le voit bien. Voilà, il y a des perspectives, il y a des opportunités, il y a des enjeux. Et je répète, hein, l'économie sociale et solidaire, pour nous, au niveau de la Touline, quand nous sommes en contact avec des jeunes et des moins jeunes qui souhaitent s'orienter vers les métiers de la mer, c'est vraiment des perspectives. Donc, il faut leur offrir et fluidifier ces parcours. Et la réglementation en ce moment, c'est pas tout à fait ça. Voilà. Merci. Je crois qu'il y a Monsieur Frachon qui a demandé la parole. À vous, monsieur. Oui, merci. Enfin, je ne serai pas très long, hein, mais c'est un petit peu pour rebondir là, sur des remarques ou des questions. Moi, là, quelque chose effectivement qui me paraît très important, enfin, il y en a beaucoup, hein, mais c'est cette question relative à l'emploi. Enfin, le fait effectivement d'avoir des structures de l'ESS comme étant un des facteurs d'attractivité vers les emplois maritimes, ça me paraît quelque chose, enfin, ça nous paraît quelque chose qui effectivement est très, très important. Bon, on a bien pris note, hein, des questions relatives à des freins réglementaires, ceux qui ont été exposés ou ceux qui sont aussi par ailleurs dans l'étude. Donc ça, c'est des choses qu'on va bien sûr regarder avec les établissements ou les administrations concernées. Moi, je suis preneur là je ne suis pas sûr d'avoir bien compris quelle était la problématique précise là, qui a été soulevée à propos de la REP sur les filières, sur les engins de pêche usagés. Donc là, si on peut, via le labo de l'ESS, me communiquer un peu plus précisément de quoi il s'agit, on pourra regarder, parce que effectivement, ces sujets de REP, c'est des choses qu'on a regardées aussi pour les bateaux de plaisance, avec effectivement un sujet juridique qu'il faut regarder là, sur le bateau réutilisé ou surcyclé, est-il encore un déchet? Et notamment, j'attire l'attention là effectivement de Didier Tocquet, notamment sur la question de l'export, enfin de la fourniture à des pays tiers, puisque on n'a pas le droit d'exporter les déchets industriels. Je crois qu'il y a vraiment un vrai sujet là qui font partie
font partie des freins. Voilà. Et puis, bien entendu, merci à tous les intervenants. Je pense que c'était très... ouais, ça nourrissait vraiment, ça enrichissait vraiment les monographies qui sont dans le rapport. Merci. Je passe la parole à Marie Vernier pour la conclusion. Merci beaucoup à vous, Monsieur Frachon. Merci de manière générale au ministère de la Mer pour avoir pris l'initiative de cette étude et nous avoir permis de la développer. Et puis au secrétariat d'État aussi à l'économie sociale, solidaire et responsable qui a suivi ce travail. Merci à Louis Brigand, notre référent thématique bénévole, à Anne et à tous les intervenants de cette table ronde, à la fois pour aujourd'hui et puis pour le temps que vous nous avez consacré. Je forme le vœu que voilà, cette dynamique se poursuive dans vraiment quelque chose de positif et qui vous aide concrètement sur le terrain, parce que c'est vraiment ça notre objet. Je salue aussi chaleureusement Delphine Van de Voort, que beaucoup d'entre vous connaissent pour l'avoir croisée dans les visites et qui est avec nous aujourd'hui, qui nous a beaucoup aidé au labo pour mener cette étude. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous invite à suivre le labo en 2022. J'étais très heureuse d'entendre plusieurs fois parler de low-tech. Et donc, le labo sortira au mois de février une étude sur la low-tech plutôt en milieu métropolitain, mais avec ces questions d'usage des habitants et des habitantes. Et puis, tout au long de l'année, nos actualités européennes avec la présidence française qui va s'ouvrir et tous les formats qu'on met à disposition gracieusement sur notre site, les podcasts, les ciné-débats. Et j'espère qu'on aura l'occasion de poursuivre ce travail sur la mer d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup et bon appétit, bonne fin de journée.